Monsieur le préfet de la région Normandie, monsieur le maire de Rouen et président de la métropole Rouen-Normandie, monsieur le maire de Darnétal, madame la directrice de l'architecture, mesdames, messieurs qui représentez vos institutions, chers collègues des écoles nationales supérieures d'architecture et de l'école de Chaillot, chers étudiants, chers vous tous qui êtes connectés à distance, c'est avec une grande joie et une grande fierté que j'ai l'honneur de vous accueillir à l'ENSA Normandie pour les premières assises nationales des écoles d'architecture. Grande joie parce que ce projet, qui a été initié par le ministère avant mon arrivée à la direction de l'école en 2019, a été plusieurs fois repoussé pour les raisons que l'on sait au cours de cette période de pandémie qui a été et qui reste encore un peu compliquée pour tous les établissements d'enseignement. C'est l'occasion ici de remercier les équipes de la direction de l'architecture et de l'ENSA Normandie, ainsi que le comité d'organisation qui œuvre depuis des semaines au bon déroulement de cet événement. Et en particulier Bastien Fréard, qui, avec ses collègues, en a été la cheville ouvrière. Grande fierté aussi parce que mettre un éclairage particulier sur le travail de nos collègues, enseignants et chercheurs en architecture, au service de la formation des architectes est, je crois, essentiel. La France est un des pays européens qui forme le moins d'architectes, et ce n'est pas un paradoxe qui les rémunère les plus faiblement. Pourtant, qui a bénéficié d'un balcon pendant le confinement pouvait louer la conception généreuse de son logement par l'architecte qui l'a dessiné. La formation des architectes et la formation à l'architecture, ce n'est donc pas qu'un enjeu professionnel, c'est aussi et d'abord avant tout un enjeu sociétal. Et comme l'écrit le professeur et architecte Steen Rasmussen, organiser le cadre dans lequel vit l'homme, c'est le travail de l'architecte. L'architecture est le lieu privilégié de la réflexion et d'expérimentation pour penser ce rapport complexe à notre cadre de vie. Il est fondamental de rappeler qu'à l'heure de la crise climatique, les architectes sont des acteurs majeurs de la transition environnementale. Pour répondre à cet enjeu majeur de redéfinition du monde par le projet, l'ENSA Normandie, comme les 20 ENSA de France, déploie ses formations et sa recherche au sein de l'enseignement supérieur et au service des politiques publiques. Depuis 3 ans, et parmi d'autres choses, nous avons ici créé une formation architecte-ingénieur avec l'INSA de Normandie. Nous avons ouvert une licence délocalisée au Vietnam, à l'Université d'Hanoï, en partenariat avec les écoles de Bordeaux et de Toulouse. Et nous renforçons nos partenariats de longue date avec l'Université du Havre dans les domaines de la réhabilitation et de l'urbanisme. Des partenariats de plus en plus nombreux se tissent avec les acteurs nationaux et locaux. Et vous aurez l'occasion d'en découvrir lors de ces 2 prochaines journées. L'école est aussi lauréate, avec un consortium de 6 écoles, du plan d'investissement d'avenir sur l'hybridation des enseignements pour un montant de 2 millions d'euros, afin de créer des supports vidéo de formation réunissant les expertises les plus pointues de nos enseignants-chercheurs dans le domaine de la réhabilitation et de l'éco-construction. Quant à la recherche, nous sommes passés en 3 ans de 2 à 13 doctorants, tout en développant des projets de recherche et 2 chaires partenariales sur les matériaux biosourcés et les risques de submersion. Le laboratoire Architecture, Territoire et Environnement, notamment grâce à l'action déterminée de sa directrice Caroline Magnac, que je salue, fonctionne désormais maintenant avec près de 80% de ressources propres, ce qui traduit une réelle volonté de répondre aux attentes des financeurs. Ces développements ne seraient évidemment pas possibles sans l'appui constant et renouvelé de nos partenaires locaux et nationaux. D'abord, la région Normandie, que je veux remercier, au nom de Normandie Université, dont l'école est membre fondateur, pour son soutien à l'enseignement supérieur normand. Ces subventions représentent près de 20% de la dotation de l'école. La métropole Rouen-Normandie, ensuite, qui s'engage désormais pleinement dans l'enseignement supérieur. J'émets le vœu que l'architecture soit un sujet essentiel du projet Capitale européenne de la culture en 2028. L'école, Monsieur le Président, est candidate pour devenir un site majeur de cet événement, avec les enjeux du patrimoine industriel et naturel qu'elle porte. Et vous connaissez bien sûr les compétences de nos diplômés, avec la friche Lucien qui porte le prénom du fondateur de cette usine dans laquelle est installée cette école. Et bien sûr l'État,
parce que l'ENSA Normandie bénéficie de près de 6 millions d'euros du plan de relance pour réhabiliter son clos couvert et les ateliers du parc. Je veux saluer, Monsieur le Préfet, l'appui constant et la collaboration précieuse de vos services pour la bonne réalisation de ces projets auprès de notre établissement qui a vu son budget annuel augmenter de près de 300%, ce qui est un défi pour toute l'équipe administrative. L'école disposera enfin de locaux de recherche performants et un équipement pour l'expérimentation. Réalisée en 1984 par l'architecte Patrice Mottini pour 350 étudiants, elle en accueille aujourd'hui près de 650, sans que ces locaux n'aient été agrandis depuis. Elle en accueillera près de 900 sur ces 3 sites, Rouen, Le Havre et Hanoï, dans un horizon de 5 ans. Il y aura donc d'autres projets immobiliers à mener, je l'espère. Et je compte user encore de l'énergie de notre présidente du conseil d'administration, chère Charlotte Massé, pour y parvenir avec l'ensemble de nos partenaires, afin de doter l'école de salles de cours, d'une médiathèque et d'un espace de restauration. Comme certains le savent, cette école a la particularité d'être sise sur 2 communes, Rouen et Darnétal. C'était, disons, une sorte d'optimisation fiscale du créateur de cette usine, Lucien Fromage, pour éviter le paiement de l'octroi que vous avez pu voir en arrivant à pied. C'est ce qui nous vaut le plaisir ici d'être accueillis par les 2 maires, dont je salue la présence. Et pendant que M. Christian Le Serre monte à la tribune pour son petit mot d'accueil, je dirais simplement que je suis convaincu que ces 2 journées, riches en débats, en rencontres, en idées, feront partie d'un processus continu de réflexion et d'action, démontrant le caractère stratégique de la formation des architectes pour notre pays. Merci. Monsieur le Préfet, Monsieur le Président de la Métropole, Monsieur le Directeur, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux d'être parmi vous ce matin pour ouvrir très brièvement ces travaux des Assises nationales des écoles d'architecture et vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues sur le territoire de notre belle commune de Darnétal. Darnétal, à l'instar des 36 000 autres communes de France, a sur son territoire une architecture que l'on peut qualifier de diverse et de variée. Je n'ai personne à convaincre ici du fait que l'architecture joue un rôle central dans notre société moderne. Que cela soit par exemple à l'occasion d'une épidémie, la conception des projets urbains, des bâtiments, des espaces publics a un rôle déterminant de santé publique, ou que ce soit à l'occasion de la lutte contre le réchauffement climatique. Plus que jamais, aujourd'hui, au cœur de l'avenir de nos concitoyens, au cœur du devenir de l'unité et de la cohésion d'un pays, réside l'architecture. Lorsqu'on parle d'architecture, on parle d'urbanisme aussi, de circulation. On parle de beauté et d'harmonie dans la vie de tous les jours. On parle de conditions de travail, mais aussi de conditions de vie. C'est la raison pour laquelle je souhaite que vos travaux soient extrêmement fructueux, qu'ils soient imprégnés de tous les enjeux sociétaux, environnementaux, sociaux, culturels et économiques. Nous mettons entre vos mains nos espaces urbains. Faites-en des lieux de coexistence. Créez, imaginez le vivre ensemble de demain et le vivre ensemble d'après-demain, qui ne se fera pas sans anticiper la mixité sociale nécessaire à la cohésion d'une cité, sans les circulations douces, sans la proximité. Vous avez à relever le défi de transformer l'existant. Un véritable enjeu architectural, mesdames et messieurs. Un enjeu de politique publique, monsieur le préfet. Un enjeu de politique au sens noble du terme. Un enjeu aussi de politique majeure. Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellents travaux. Merci. Merci, monsieur le maire. Nous pouvons écouter l'intervention de madame la ministre qui a préparé une petite intervention. Monsieur le préfet de région, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis,
je ne peux malheureusement pas être à vos côtés ce matin à Rouen, mais je suis heureuse de pouvoir vous adresser ces quelques mots en ouverture de ces premières assises des écoles nationales d'architecture et de l'école de Chaillot, organisées dans le cadre des Journées nationales de l'architecture. Élus des territoires, professionnels et membres du réseau des écoles nationales d'architecture, vous êtes nombreux à avoir fait le déplacement aujourd'hui à l'ENSA Normandie pour échanger autour du thème « Transformer l'intervention de l'architecte sur l'existant ». Je ne sais pas si ces 2 jours seront suffisants pour faire le tour de la question, mais vous aurez l'occasion d'analyser, grâce au panel prestigieux d'intervenants, les mutations à l'œuvre dans le métier d'architecte face aux défis d'une construction plus économe, plus respectueuse de l'environnement et qui intègre les nouvelles attentes de nos concitoyens en matière d'habitat. C'est aussi l'opportunité d'approfondir les liens qui unissent les équipes de recherche et les étudiants de nos 20 ENSA avec les collectivités locales dans le cadre de leur nouvelle mission d'expertise issue de la réforme de 2018. Renforcer les échanges entre les écoles d'architecture et les territoires est la source d'un enrichissement réciproque et je ne peux que rappeler devant vous ce matin mon attachement profond à de telles coopérations. Les collectivités bénéficient de la qualité de la formation dispensée dans notre prestigieux et exigeant réseau des ENSA, au service de leurs propres besoins en matière d'urbanisme et d'aménagement. Les étudiants y trouvent, quant à eux, une opportunité de confronter leurs acquis aux exigences du terrain et de mettre en pratique leur formation dans un cadre professionnalisant. Dans cet esprit, ces assises ont été imaginées pour croiser au maximum les regards sur la coopération entre les collectivités territoriales et les écoles d'architecture. Les contributions des intervenants feront la part belle aux initiatives déjà en cours. Je pense par exemple aux projets menés conjointement par des étudiants de l'ENSA Normandie et de l'ENSA Paris-La Villette avec les communes de Cherbourg et de Lisieux dans le cadre du plan Action Cœur de Ville, désormais parfaitement identifié de l'ensemble de nos partenaires. Ces 2 journées seront nourries de multiples exemples aussi fédérateurs qu'enthousiasmants. Je suis heureuse que ce dialogue grandissant entre les collectivités territoriales et les ENSA se traduise aussi par une adaptation des parcours d'études. Je me réfère par exemple à l'atelier Architecture, ville et territoire en milieu tropical, développé par l'antenne de la réunion de l'ENSA à Montpellier au niveau de son master. Grâce à leurs compétences ciblées pour répondre au mieux aux besoins du marché du travail, nos diplômés s'inséreront d'autant plus facilement dans le monde professionnel. C'est une dimension essentielle que nous devons tous avoir à l'esprit. Je tiens à remercier les membres du comité d'organisation des assises pour avoir construit ce programme, et notamment les services de la Direction générale du patrimoine et de l'architecture, ainsi que Frédéric Bourrat, directrice régionale des affaires culturelles, et ainsi que l'ensemble des intervenants qui se sont rendus disponibles pour partager leurs connaissances et leurs expériences. Vos débats seront sans nul doute des plus passionnants. Je tiens également à saluer l'énergie déployée par Raphaël Labruni et les équipes de l'ENSA Normandie pour la préparation de ces assises. Merci à vous de les accueillir aujourd'hui au sein de votre établissement. Ces journées sont un moment précieux pour la vie de notre réseau d'écoles d'architecture. Outre le plaisir de vous retrouver, que je perçois même à distance,
Ce rendez-vous doit être pour vous, toutes et tous, l'occasion de nouveaux projets communs et de réflexion sur notre cadre de vie et notre patrimoine. Aurélie Couzy, directrice de l'architecture, aura l'occasion, dans quelques instants, de vous rappeler tout l'attachement que nous portons aux ENSA, qui sont les dépositaires et les transmetteurs d'un savoir d'excellence au plus près des réalités de nos territoires. Je vous souhaite à toutes et à tous 2 journées de fructueux échanges afin que vous puissiez dire à l'issue vivement la 2e édition. Comment passer après ça? Je suis vraiment ravie que la ministre ait pu vous adresser ses propos introductifs et rappeler toute l'importance que nous attachons à l'ancrage territorial de nos écoles d'architecture et au dialogue nécessaire avec la société civile pour évoluer dans nos connaissances et nos pratiques. Ça a été rappelé, nous faisons face à des enjeux de société de plus en plus complexes et nécessitant d'apprendre des autres en permanence. Le dérèglement climatique, la dégradation de l'environnement, la raréfaction des ressources, l'urbanisation transforment notre monde. Ils appellent un besoin croissant de diagnostic et d'anticipation pour apporter des solutions inédites aux problèmes d'inégalité des territoires, de crise du logement, d'adaptation de nos villes et territoires à l'heure de la transition écologique et d'évolution majeure de nos modes de vie, comme nous avons pu les connaître notamment ces derniers mois. C'est pour les ENSA un vaste champ d'investigation qui oblige également à revoir nos méthodologies et nos modèles. L'architecture, on le sait, porte cette capacité à analyser des dynamiques sociales, culturelles, environnementales, à spatialiser et à inscrire les projets dans leur géographie et leur histoire. L'architecte a donc un rôle majeur à jouer pour relever ces défis. Le thème de ces premières assises sur la transformation de l'existant est particulièrement important. C'est un enjeu majeur en termes de transmission d'un patrimoine ordinaire, de son adaptation à nos nouveaux modes de vie, d'économie de l'usage des matériaux et du sol pour préserver l'environnement et la biodiversité. Et cet enjeu change profondément l'orientation à prendre pour former les architectes de demain en termes de connaissances comme de méthodes. Cette transformation nécessaire concerne un héritage massif, notamment de la seconde moitié du XXe siècle, que nous accompagnons avec le label Architecture contemporaine remarquable. 70% de notre environnement bâti a été construit après 1946. On peut estimer à 6 millions environ le nombre de logements collectifs construits après 1971. Cette architecture est une matière à projet très stimulante, comme l'ont démontré les 12 contributions en recherche-action du programme de recherche incitative pluriannuel Architecture du XXe siècle, matière à projet pour la ville durable du XXIe siècle, lancé en 2016 par le service de l'architecture et qui s'achève cette année. Cette transformation concerne aussi les centres-bourgs à revitaliser, cible du programme Petites Villes de demain, dans le prolongement de celui d'Action Cœur de Ville. Je me réjouis de la prolongation de ce programme Action Cœur de Ville jusqu'en 2026 et remercie Roland Mouchel-Blaiseau, directeur du programme, de sa présence à Rouen et à travers lui toute l'Agence nationale de la cohésion des territoires, des nombreux liens que nous continuerons à développer avec les ENSA. Comment réintervenir sur ces patrimoines? Comment adapter ce bâti existant aux fortes exigences du XXIe siècle sans effacer ses qualités et son histoire? C'est à nous, aujourd'hui et demain, d'y répondre collectivement. Le travail de l'architecte dans la transformation de l'existant n'a de sens et d'impact que s'il s'inscrit dans la co-construction, comme un maillon dans la chaîne des métiers de l'aménagement et de la construction. Mesdames et messieurs les maîtres d'ouvrage, les élus, les ingénieurs, vos présences, vos métiers, vos compétences sont indispensables à l'exercice de l'architecture. Le programme de ces assises est riche, la ministre le disait, ils ne suffiront certainement pas à faire le tour de la question, mais en tout cas, il y a déjà une programmation incroyablement stimulante. Donc, sans pouvoir toutes et tous vous citer, je remercie tous les intervenants qui ont accepté de prendre part à ces assises, et notamment Jean-Marc Hoffner, directeur général de l'Agence d'urbanisme de Bordeaux, Métropole Aquitaine, pour son ouverture, Dimitra Gaki, directrice générale déléguée de l'Université de Paris, Thierry Febvé, directeur général adjoint de Paris La Défense, et Claudine Houbar, professeure de l'Université de Liège, qui proposera son regard de grand témoin en conclusion. Je me réjouis également de voir au programme une conférence ouverte aux Rouennais et Rouennaises qui traitera de 2 chantiers majeurs en cours de cathédrale, celle de Rouen et Notre-Dame de Paris.
Mais les assises, comme m'y invitait Madame la Ministre, c'est aussi l'occasion pour nous de réunir les 20 écoles nationales supérieures d'architecture et l'école de Chaillot, qui chacune dans leur territoire développent leur spécificité et leur histoire propre, et qui ensemble représentent une force et une richesse importante qui nourrit la politique de l'architecture. Les ENSA sont des lieux où se forge l'avant-garde architecturale, et les soutenir au quotidien est notre mission. Associer l'école de Chaillot à cet événement national a été une évidence. Cette école d'excellence, avec sa formation spécialisante d'un très haut niveau technique et ses activités dans les territoires, vient renforcer les capacités d'expertise du réseau sur les questions liées à la conservation, restauration de nos monuments historiques. Je remercie enfin les enseignantes et les enseignants, les directrices et directeurs, tous les personnels qui, par leur collaboration scientifique, technique et de bonne administration, assurent au quotidien la vitalité du réseau des ENSA. Il ne me reste plus également qu'à vous souhaiter 2 belles journées d'échange et que ces assises puissent être les premières d'une longue lignée. Merci à tous. Monsieur le préfet, c'est... Non, c'est monsieur... Si vous voulez dire un mot, monsieur, meilleur signal, mais comme c'était. Monsieur le préfet, monsieur le maire, cher Christian, madame la présidente, monsieur le directeur, mesdames et messieurs les représentants du ministère, madame la directrice régionale des affaires culturelles, mesdames et messieurs, je vais être extrêmement bref, je n'avais pas vraiment prévu de prendre la parole. Christian Le Cerf l'avait très bien fait pour la ville de Darnétal et la ville de Rouen et l'agglomération s'y étaient immédiatement associés. Mais simplement vous dire quelques mots-clés, du coup, qui me semblent importants et qui résument aussi nos attentes du point de vue des collectivités locales. La transition, la culture, l'innovation. La transition, parce qu'effectivement, nous sommes engagés, à vrai dire, c'est l'enjeu de ce siècle, vous le savez bien, pour non seulement atténuer les conséquences d'un réchauffement qui est déjà à l'œuvre, mais aussi anticiper et s'adapter. Et je voudrais insister sur ce point-là parce qu'il me semble, je ne suis évidemment pas architecte, mais il me semble que vos professions, vos métiers, vos enseignements, vos activités de recherche ont un rôle décisif à jouer dans cette logique d'anticipation. Et je dois le dire, nous, du côté des collectivités locales, la métropole rouennaise comme d'autres, à vrai dire, ne sommes pas encore au niveau où nous devons être pour mieux anticiper les conséquences et donc nous adapter, non pas de façon réactive, mais de façon proactive. Nous allons par exemple du côté de la métropole Rouen-Normandie délibérer, je l'espère avant la fin de l'année, sur une stratégie pluriannuelle et même pluridécennale d'adaptation du territoire aux conséquences du réchauffement et en particulier en matière d'aménagement, d'urbanisme et donc en particulier en matière d'architecture. Et je crois que c'est un élément qui est absolument décisif pour le futur et qui non seulement est décisif en soi, mais qui est aussi fécond en ce sens qu'il permet et qu'il stimule. On le voit déjà, par exemple, sur les travaux, j'en discutais avec certains collègues de l'ENSA aujourd'hui, sur les travaux qui sont à l'œuvre ici, dans ce que nous appelons le GIEC de la métropole Rouen-Normandie, puisqu'il se trouve qu'en 2018, à l'initiative de mes prédécesseurs, de Frédéric Sanchez, qui était le président de la métropole Rouen-Normandie à l'époque, une sorte de COP, de conférence des parties locales, avait été mise en place sur Rouen, et avec, à sa suite, la création donc d'un groupement d'experts scientifiques de l'université et aussi de l'ENSA pour travailler sur les conséquences du réchauffement, et donc non seulement l'atténuation, mais aussi l'adaptation. La culture, ça a été dit tout à l'heure, et j'ai bien saisi l'allusion, mais ce n'était pas une allusion très implicite, elle était parfaitement explicite et c'est normal. Il se trouve, j'espère qu'ici il n'y a personne de Clermont-Ferrand, si je crois. Je le dis avec amitié, puisque Olivier Bianchi, le maire de Clermont-Ferrand, est très engagé, comme beaucoup de gens le savent, sur les enjeux culturels, et il se trouve que Clermont est aussi candidate pour être capitale européenne de la culture 2028, et a un dossier très sérieux. Très sérieux. Mais nous avons la faiblesse de croire que le meilleur dossier, c'est le nôtre. Quand je dis le nôtre, ça n'est pas Rouen, c'est Rouen de Vernon-Giverny
jusqu'au Havre. Et chacun voit la logique. Il suffit de s'intéresser un tout petit peu au fleuve et à l'impressionnisme pour la comprendre. Blague à part, il y a d'autres candidatures qui sont tout à fait sérieuses et c'est très bien comme ça, il faut une saine émulation. Mais au-delà de la candidature en elle-même et du titre, évidemment, il y aura un processus, une compétition, un gagnant, et puis voilà. Ce qui est intéressant, c'est la dynamique. Et cette dynamique, elle implique, et elle doit impliquer de plus en plus, puisqu'on va rentrer dans le dur, puisque le dépôt des dossiers, c'est en 2022, tous les acteurs culturels. Évidemment que l'ENSA de Normandie, et à travers elle, tout le réseau qu'elle entretient et qu'elle favorise et qu'elle développe, doit être partie prenante, et plus que partie prenante. Il est bien entendu évident, ne serait-ce que pour la raison que j'ai évoquée précédemment, c'est-à-dire l'adaptation au réchauffement climatique, que l'ENSA et son réseau doivent être des acteurs majeurs de notre projet. Donc on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est un projet culturel qui est bien trop important pour être confié aux seuls acteurs culturels, et surtout pas aux seuls acteurs politiques. Donc c'est un projet de société locale, mais quand même, chacun a vu sa puissance transformatrice à Marseille, par exemple, ou à Lille en 2004. On a la faiblesse de penser qu'on peut aussi y arriver ici. Et j'ajoute, parce que tout le monde ne le sait peut-être pas, alors je vais le dire, mais ça se voit à vrai dire à la nature architecturale du bâtiment de l'ENSA, que ce qui caractérise vraiment l'agglomération rouennaise, c'est particulièrement vrai à Darnétal, à Rouen, mais c'est vrai dans toute l'agglomération, c'est cette espèce d'intrication entre les enjeux naturels, écologiques, et les enjeux industriels et sociaux. Vous le voyez à ce bâtiment. Vous le voyez dans toute l'architecture diverse dont parlait Christian Le Cerf tout à l'heure, vous le voyez à Rouen. Ici, c'est en même temps comment on résout les enjeux de fin de mois et de fin du monde. Et c'est dans l'air. Et quand je dis c'est dans l'air, je ne fais pas juste allusion à un incendie. Troisième élément, l'innovation. L'innovation, parce que ça aussi, il faut le dire, en général, quand on pense à Rouen, on ne pense pas à la Silicon Valley. On pense à Jeanne d'Arc, on pense peut-être à la cathédrale, et on a raison. Pardon ? On pense aussi à Flaubert, bien sûr, à Corneille, à Maupassant. C'est vrai. Peut-être à Michel Bussy, qui, je crois, habite pas très loin d'ici. C'est bien ça, Christian ? Il habite à Darnétal. Mais au-delà, on pense à Arsène Lupin, si vous suivez Netflix. Mais au-delà de cela, peut-être que vous ne savez pas, mais Rouen, c'est aussi Thomas Pesquet. Bon, les Diepois me diront non, il est Diepois. Bon, il est séno-marin, il est normand, il est français, et il est dans l'espace. On doit innover, on doit expérimenter. Et le patrimoine est évidemment extrêmement riche. Je crois que Rouen fait partie de l'agglomération, fait partie de ces territoires qui comptent le plus, Madame la directrice régionale, de bâtiments classés ou de sites patrimoniaux par habitant. Je fais une parenthèse pour les étudiants, c'est aussi la ville où il y a le plus de bars par habitant, mais c'est une autre dimension de l'attractivité territoriale. Ça n'est pas un territoire qui historiquement était considéré comme parmi les plus originaux, les plus innovants, les plus expérimentaux ou capables d'expérimenter. Rien n'est plus faux. Nous avons d'abord beaucoup d'étudiants, beaucoup d'enseignants, beaucoup de chercheurs, un réseau universitaire et un tissu de l'enseignement supérieur et recherche qui fait de l'agglomération rouennaise la capitale, non seulement de la Normandie, mais de l'enseignement supérieur et de la recherche dans ce territoire et dans toutes ses dimensions. Sciences dures, sciences pas dures, je ne sais pas comment il faut les appeler, sciences sociales, et plus largement cette capacité à inventer un futur sur les enjeux qu'on vient de citer, la transition par exemple, l'adaptation par exemple, et sur beaucoup d'autres. Et donc c'est le vœu, c'est peut-être le principal message, et ce sera ma conclusion que je voulais porter ce matin, n'hésitons pas à échouer, n'hésitons pas à essayer, n'hésitons pas à tout simplement expérimenter et à construire ensemble. En tout cas, moi, je suis très volontaire là-dessus parce que je pense qu'on en a besoin et que notre agglomération est fière d'accueillir des initiatives comme celle-ci aujourd'hui, c'est-à-dire des assises qui permettent de se poser, de réfléchir, de travailler pour construire un monde nouveau. C'est peut-être un peu prétentieux, mais en tout cas, les ferments, les prémices de ce qui est important pour répondre aux enjeux de ce siècle. Merci, merci à vous toutes et tous d'y contribuer.
Je teste l'accessibilité. Excusez ce petit retard. Bien, Monsieur le Président de la Métropole, Monsieur le maire de Darnétal, Monsieur le directeur, cher Monsieur Labruni, Madame l'adjointe au directeur général des patrimoines du ministère de la Culture, Madame la directrice régionale des affaires culturelles, Mesdames et Messieurs les directeurs, directrices des écoles nationales supérieures d'architecture, Mesdames et Messieurs, donc bienvenue bien sûr à Rouen, bienvenue ici en Seine-Maritime et en Normandie pour ces assises qui s'ouvrent ce matin. Je tenais personnellement évidemment à être présent car je mesure l'importance de cette séquence et l'importance bien sûr que l'État, la ministre l'a rappelé, attache à vos travaux. Outre l'intérêt que l'on peut porter au monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, ma présence se veut ici le signe d'une attente particulière quant à vos réflexions et perspectives relatives aux enjeux qui concernent aujourd'hui l'architecture et l'urbanisme et la formation dans ces domaines. Après l'intervention de la ministre, vous avez noté l'importance, et je remercie le directeur de l'avoir rappelé, du soutien de l'État, soutien que l'État apporte à cette École nationale supérieure d'architecture de Normandie, notamment dans le cadre de France Relance, mais également de l'ensemble des écoles nationales supérieures d'architecture. Alors, tout d'abord, mais faut-il le rappeler, les écoles nationales supérieures d'architecture sont un service public d'enseignement et de recherche soutenu par le ministère de la Culture, suivi aussi naturellement par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. L'architecture, à travers les 20 écoles que vous représentez, sont le lieu de la formation des futurs architectes, professionnels de la construction et de l'aménagement, garantes de la préservation du patrimoine bâti, en un mot de notre cadre de vie. Et les élus, avant moi, ont pu rappeler l'importance qu'ils attachent à cela. Madame la ministre de la Culture a insisté dans son intervention, et je voudrais en dire quelques mots, sur la notion de coopération. La coopération est éminemment présente dans les relations que nous pouvons avoir, d'une part, entre services de l'État, mais aussi entre l'État et les collectivités territoriales, dans la prise en compte des enjeux de demain auxquels nous sommes confrontés. Je rappellerai à ce titre l'importance des dispositifs lancés par l'État qui associent de manière très large l'ensemble des ministères et des collectivités. Le programme Action Cœur de Ville, qui sera largement évoqué ce matin, en est un exemple concret avec mon collègue Roland Mouchel-Blaisot. Ce dispositif, et j'aurais pu en citer de nombreux autres, est la preuve que la collaboration entre l'État et les porteurs de projets dans les territoires est concrète et se traduit par la transformation et la réappropriation d'immeubles, de quartiers et de territoires délaissés, mais qui sont en train de retrouver un nouvel attrait. Au-delà de cet enjeu de coopération, je tenais également à m'attarder sur l'importance des notions de compétences et de formation définies au sein des ENSA, qui sont des écoles spécialisées. Cette spécialisation implique, au moment de la formation professionnalisante des acteurs que sont les architectes, l'exigence de la qualité d'enseignement de la discipline architecturale qui doit trouver son équilibre avec la notion de création propre au métier d'architecte. Ces compétences sont essentielles afin d'appréhender notre façon d'habiter le monde, afin d'appréhender notre façon de vivre ensemble, qui est l'un des thèmes des Journées nationales de l'architecture qui nous rassemblent aujourd'hui et dans lesquelles s'inscrivent les présentes assises. Grâce à ces compétences, les futurs architectes seront également armés afin de répondre aux enjeux de demain. Parmi ces enjeux, cela a été aussi rappelé, la question de l'environnement est bien évidemment centrale. L'architecture a un rôle primordial dans la lutte contre le changement climatique et je sais qu'il s'agit de l'un des thèmes qui sera évoqué au cours de vos travaux. Or, pour s'assurer de la meilleure prise en compte de cet enjeu, il faut que les futurs architectes reçoivent un enseignement qui pourra les armer en ce sens afin de trouver des solutions à mettre en œuvre pour répondre à cet enjeu.
En conclusion, mesdames et messieurs, je voudrais indiquer que c'est la richesse de votre dialogue qui doit fédérer et mettre en valeur la vitalité de vos établissements, celle des équipes pédagogiques et naturellement celle des étudiants. C'est la richesse de vos dialogues qui vous permettra de mieux coopérer, de croiser vos regards afin d'offrir à nos étudiants les meilleures formations possibles. C'est là toute l'importance que j'associe à vos travaux. Si l'architecture est un vecteur d'expression permanent de notre vivre ensemble, votre dialogue, dans le réseau que vous formez au sein des écoles, doit être de nature à renforcer, à prolonger la connaissance, la complémentarité et l'initiative au bénéfice de la société. Ces premières assises sont ambitieuses, la ministre l'a rappelé, et je veux situer cette ambition au regard de celle de l'État dans ses politiques publiques affirmées en faveur de l'architecture, de la culture, de la formation et de la transition écologique. Je vous souhaite donc de fructueux travaux et à toutes et à tous pleine réussite dans ces 2 journées de réflexion. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Préfet. Pardon. On a l'occasion d'accueillir, le plaisir d'accueillir Jean-Marc Hoffner comme grand conférencier. Aurélie Couzy l'a présenté et vous avez parmi quelques-uns de ses nombreux titres dans votre programme. Je voudrais juste insister sur le fait qu'avec le comité d'organisation, nous avons souhaité inviter un grand professionnel. Ça, c'est première des qualités de Jean-Marc, mais aussi quelqu'un qui n'est pas architecte et qui peut éclairer nos travaux d'enseignants en architecture dans une longue perspective au regard des enjeux qui sont posés dans cette première formule des assises qui s'intéresse à la question de l'intervention de l'architecte sur l'existant. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Merci de m'accueillir dans cette urbanité verdoyante. Bon, je comprends bien l'incongruité de ma présence, mais je l'assume et j'espère très modestement que je pourrai vous proposer quelques suggestions, quelques analyses qui aideront à la suite de vos travaux. Premières assises, ce n'est pas rien. On s'étonne même qu'il ait fallu attendre 2021 pour que ce type de dispositif puisse s'élaborer, mais je ne doute pas effectivement que cela continuera parce que vous avez d'une certaine manière la chance de n'avoir que 20 écoles d'architecture. Et donc il y a un petit milieu à taille humaine, si je puis dire, qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres milieux de l'enseignement supérieur. Regard décalé donc, mais bienveillant, d'autant que, comme chacun le sait, l'architecture est toujours en crise, se sent toujours mal aimée. C'est un peu la même chose du côté des urbanistes, qui disent beaucoup de mal des architectes. Donc, nous sommes en terrain commun d'une certaine manière, parce que, plus globalement, je pense que tous nos métiers sont plutôt mal compris, mal appréhendés, et que c'est intéressant, de ce point de vue-là, de travailler ensemble. Alors, un titre un peu ronflant, mais que je vais essayer de développer. Comment réinventer les manières d'habiter la Terre à l'heure de la transition écologique. Ce mot d'ordre, tous les métiers de l'aménagement, de la construction, du développement local, pourraient les prendre à leur compte. Qu'en est-il pour vous, plus précisément, vous, architectes, enseignants en architecture, étudiants, chercheurs? Quelle spécificité y a-t-il à prendre ce mot d'ordre à bras-le-corps, réinventer les manières d'habiter la Terre à l'heure de la transition écologique? Dans un moment, peut-être plus qu'habituellement, où les doutes se renforcent sur la division du travail entre les différentes professions, sur les rapports entre maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre,
sur les capacités de l'expertise technique et professionnelle à éclairer la décision publique et à éclairer les débats publics. Il y a là, oui, je pense, plus qu'à d'autres moments, plus que dans l'histoire récente, une certaine crispation sur ces rapports entre le technique, le professionnel, les citoyens, les usagers et le politique. Je parlerai avec ma courte expérience d'urbaniste, puisqu'il y a 12 ans que je dirige l'agence d'urbanisme Bordeaux-Aquitaine, mais j'ai beaucoup plus œuvré dans le monde de la recherche. Je parlerai avec ma passion de l'enseignement. Je parlerai aussi avec mes réflexions développées dans un petit ouvrage dont je me permets de vous proposer la lecture, si ce que je vous dis ce matin vous intéresse, qui s'appelle « Anachronisme urbain ». L'architecte dans la société, c'est un peu ça mon propos. Je voudrais d'abord, dans un premier temps, vous parler allusivement, mais sur quelques points précis, des grandes mutations sociales et territoriales contemporaines, essayer d'en retirer quelques enjeux pour les pratiques architecturales, et ensuite vous proposer quelques conditions nécessaires pour l'aggiornamento de ces pratiques architecturales. Vaste programme donc, et si vous ne retirez qu'une ou deux idées de tout ce que je peux vous dire, je crois que j'aurai fait mon travail. Alors, je ne vais pas vous faire le grand portrait des mutations sociétales et territoriales, d'autres le font beaucoup mieux que moi. Je vais prendre 3 chiffres pour vous illustrer 3 sujets très importants pour la société, mais aussi très importants, me semble-t-il, pour nous. 1,8, 38% est le premier. 1,8, c'est l'indice de fécondité des femmes françaises. Vous allez me dire, vous partez loin pour parler d'architecture. Et pourtant, 1,8, le renouvellement de la population n'est pas assuré. Dans une génération, la France perd de la population, quel que soit le futur président de la République. La moitié de l'Europe est déjà dans ce cas. Et donc, dans une génération, c'est rien. Quand vos étudiants seront encore en activité professionnelle, la France perdra de la population. Les 30 glorieuses seront bien oubliées et la transition démographique, un certain type de transition démographique sera là. Alors, l'actualité ne dit pas ça. L'actualité dit qu'il y a des territoires en tension, qu'il faut construire, qu'il faut bâtir, qu'il faut produire du logement, et que ces besoins rentrent en confrontation un peu forte avec une vision un peu plus malthusienne des territoires, des élus et des habitants qui ne veulent pas construire, qui ne veulent pas que leur ville soit attractive. C'est le sujet du moment, il est réel et important, mais le sujet juste après, c'est bien cette transition démographique. Et donc, il y a là une première vraie et forte question. Qu'est-ce que veut dire construire au temps proche de la décroissance démographique? En France et en Europe, les terrains de jeu seront aussi ailleurs, mais en France et en Europe. Alors on a des exemples, on a les schrumpfende Städte de beaucoup de villes d'ex-Allemagne de l'Est, hein, donc les villes rétrécissantes, qu'on connaît aussi dans certaines villes d'Amérique du Nord, qu'on connaît aussi au Japon, qui a une réflexion importante sur ces questions, décroissance démographique allant évidemment avec vieillissement de la population. Vieillissement de la population qu'on connaît aussi, autre grand, sinon impensé, presque un déni de ce qui va arriver très vite dans les années et les décennies qui arrivent. Donc, retenez ce chiffre, 1,8, qui est dans tous les rapports. Il n'y a pas de débat sur ce chiffre, si je puis dire. S'il y a une science à peu près
plutôt dans les sciences dures, c'est bien la démographie. Deuxième chiffre, 38%. Alors, souvent, on le voit bien dans les débats, nous ne savons pas où nous habitons. Les Français ne savent pas où ils habitent. Suivant les lois, on leur dit qu'ils habitent dans les métropoles, la loi suivante qu'ils habitent à la campagne, les associations d'élus s'en mêlent et rappellent qu'il y a des petites villes, des villes moyennes, etc. Même si tout ça est évidemment en interdépendance. Il y a un travail très intéressant d'Eurostat, l'INSEE européenne, qui a utilisé des carroyages de 1 km sur 1 km pour mesurer des densités. Un paramètre pas plus mauvais qu'un autre, même si évidemment il ne rend pas compte de toute la réalité territoriale. Pour autant, on sait maintenant, si je peux dire, où habitent les Français. Il y a 3 tiers. Un tiers de territoires peu denses, très peu denses, campagnes urbaines, parce que des modes de vie urbains s'y développent pour autant. Un tiers de densité intermédiaire. On va retrouver nos petites villes et leurs périurbains. Et puis, un tiers de densité, ou plus exactement 38%. Donc ce 38%, c'est les villes telles qu'on les a dans nos représentations, les villes presque dans leurs murailles, les villes denses, constituées, agglomérées. Et donc, pour le dire plus brutalement, la ville, au sens où nous l'entendons, au sens où nous utilisons trop facilement ce mot, c'est un territoire résidentiel minoritaire en France, minoritaire. Et pourtant, Dieu sait si tous les investissements, ou beaucoup des investissements, non pas seulement financiers, mais aussi cognitifs, intellectuels, de représentation globale de notre pays, sont focalisés sur ce tiers, la ville. C'est un piège sémantique classique. Henri Lefebvre, en 1968, dans sa Révolution urbaine, déjà en 1968, expliquait que l'urbain se généralisait. François Choët, en 1994-95, dans son fameux article « Règne de l'urbain, mort de la ville », disait la même chose. Mais nos neurones spatiaux ont du mal à changer, à se transformer, et nous voyons toujours beaucoup trop, me semble-t-il. Nous avons une représentation finalement erronée de ce qu'est la France aujourd'hui, qui empêche l'action publique, l'action collective, de regarder à côté, de regarder là où il n'y a, justement, comme je disais, probablement pas assez de densité d'opérateurs, de densité d'expertise, de densité de politique publique. Même si, depuis quelques années, et je le sais bien pour m'occuper d'un peu loin en le présidant le programme de recherche POPSU, POPSU Métropole et POPSU Territoire, qu'avec en particulier Action Cœur de Ville, on fait beaucoup de choses ensemble. En tout cas, ce 38% est là pour nous rappeler qu'il y a beaucoup d'espaces oubliés, ignorés globalement, dans les statistiques et dans la manière de s'investir par le projet territorial et architectural. Et donc, deuxième question que je propose à votre réflexion, quel regard, quel récit, quels outillages, quelles architectures et quels architectes pour ce que d'aucuns ont appelé le tiers-espace. Ni ville, ni campagne, mais un tiers-espace majoritaire aujourd'hui en France. Probablement mieux appréhendé ailleurs, je ne dirais pas cela à chaque fois, mais là encore, les Allemands avaient inventé la notion de Zwischenstadt, qu'il y a entre les villes, les Italiens, leur fameuse città diffusa. D'aucuns, ici dans cette salle aussi, s'en préoccupent, je le sais, mais ces pays ont peut-être eu, moins que nous,
sinon la haine, du moins le déni de ce fameux territoire périurbain. Voilà. Il faut maintenant dépasser ces a priori en espérant que l'injonction au zéro artificialisation nette ne nous fasse pas perdre les progrès sur cette appréhension nécessaire de ces territoires périurbains, suburbains et de campagne urbaine. Ce sont des territoires stratégiques, autant et peut-être même plus que ceux sur lesquels nous avons l'habitude de travailler. Troisième chiffre, c'est plutôt un classement, c'est le premier. Dans toutes les enquêtes, y compris avant la pandémie, j'insiste là-dessus, c'est la ville nature, le territoire nature qui s'affirme comme le modèle préféré des Français. Ça prend différentes formules suivant la manière d'enquêter, de poser les questions. Souvent, c'est j'aimerais habiter dans une petite ville à côté d'une grande ville. J'aimerais habiter à proximité de la nature. J'aimerais plus de nature. C'est une aspiration évidemment multidimensionnelle, cette relation avec la nature qui va du potager de balcon aux idées intéressantes mais étonnantes des animaux sauvages dans la ville. On voit bien là que effectivement la multidimensionnalité de cette volonté d'être plus en interaction avec la nature prend des formes très, très diverses, peut-être parfois avec quelques confusions idéologiques, avec quelques objectifs antagonistes. Mais en tout cas, cette aspiration est là chez les Français, elle est largement relayée par une pensée construite, une proposition intellectuelle sur le sujet, et très globalement par les pouvoirs politiques. J'insisterai juste sur un point, parce qu'on lit souvent que les aspirations des habitants ont beaucoup évolué avec la crise sanitaire. Je ne le crois pas. Elles ont été mieux entendues, ce qui est quand même très différent, et ce qui veut dire qu'on n'entendait pas bien. Elles ont été amplifiées, bien sûr. Ce qu'on a connu, la pandémie, amplifie des tendances préexistantes, mais ces aspirations étaient là, et on les retrouve dans toute l'histoire de l'architecture que vous connaissez mieux que moi. On sait que la ville s'est construite contre nature, au sens propre et au sens figuré du terme, contre une nature perçue comme une menace, et que petit à petit, la nature a été domestiquée avec des expressions différentes suivant les contextes historiques et géographiques, les cités-jardins, les clairières urbaines. Je vous invite à lire ou relire le rapport Mailloux de 1974 sur l'habitat individuel périurbain, qui parlait déjà de ville-parc, qui parlait de rurbain. On a là donc tout un corpus sur lequel il est intéressant de travailler, mais peut-être en allant plus loin. Parce que la grande différence par rapport à tout ce qui s'est pensé et construit jusqu'à présent, me semble-t-il, c'est qu'aujourd'hui, on intègre le vivant dans sa toute complexité. On n'est pas juste, si je puis dire, pour faire rapidement, sur le vert. Le vert ne suffit pas au sens où le vert devient la couleur, entre guillemets, complémentaire du ciel bleu dans les perspectives 3D des promoteurs immobiliers et dans ce qu'on a pu parfois un peu trop rapidement faire dans des écoquartiers qui risquent de vivre et de vieillir aussi mal que certains grands ensembles avec des jardins désherbés et des nous engorgés. Je ferme la parenthèse. En tout cas, il y a là, me semble-t-il, une interpellation qu'il faut prendre au sérieux, non seulement parce qu'elle est dans les aspirations, mais aussi parce qu'elle est dans le cœur de la transition écologique. Et pour une fois qu'on a des convergences entre les aspirations des habitants et des ambitions de politique publique, je pense qu'il est important d'insister là-dessus. Et donc, c'est le troisième défi que je vous propose, ne plus bâtir contre la nature, mais tout contre,
pour reprendre une formule célèbre. Alors, transition démographique, tiers-espace, nature. Comment peut-on esquisser une traduction de ces enjeux par rapport aux pratiques architecturales? On voit bien dans les discours, dans les écrits, dans les thématiques des dossiers de revue, une nouvelle sémantique qui s'organise, qui se développe. Je voudrais les organiser et typologiser en 4 enjeux, qui sont souvent très articulés entre eux et qui ont à voir avec ce que j'appelle, moi, les nouveaux compromis urbains, c'est-à-dire de nouvelles manières de s'en sortir avec des ambitions toujours forcément à un certain moment antagonistes. Premier enjeu, l'architecture de la sobriété. Alors on parle de sobriété pour l'urbanisme, il me semble qu'on peut aussi en parler pour l'architecture. Ça a à voir avec une certaine frugalité dans l'emploi des ressources, avec ce fameux existant, ce fameux déjà là, comme nous le disons, la réhabilitation dans tous les sens du terme, mais aussi et surtout, me semble-t-il, une vision patrimoniale élargie dans le temps et dans l'espace. La loi SRU, qui a plus de 20 ans, parlait déjà de reconstruire la ville sur la ville. Aujourd'hui, il me semble que l'enjeu, c'est de reconstruire les territoires sur les territoires, et pas seulement la ville constituée. Le périurbain, je prends cette expression facile, c'est du déjà là. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut oublier en disant c'est pas bien, on le fait disparaître. Ce sont, parce qu'il y a une très forte diversité, des territoires qui méritent aussi, et peut-être surtout, votre intérêt, notre intérêt, par rapport à cette architecture de la sobriété et de tout ce qui va avec. Il y a un vocabulaire de l'urbanisme circulaire qui est intéressant, parce qu'il intervertit, il change le classement, la hiérarchie des modes d'intervention, en disant on va d'abord chercher à intensifier les usages, mutualiser, donc sans construire. On va ensuite transformer l'existant, là encore, pour changer d'usage, mais transformer le bâti, le contenant, et pas seulement le contenu. Densifier, bien sûr, je passe sur ce grand dossier qui revient très régulièrement, et puis recycler, en particulier, j'y reviendrai, recycler les sols. Ces manières de penser l'intervention architecturale invitent à penser peut-être plus fortement qu'aujourd'hui la question des usages. Alors c'est un reproche que l'on ose parfois faire aux architectes, de penser à ce qui se passe et surtout ce qui se passera ailleurs, et d'aller voir ce qui se passe ailleurs par rapport à ce qui était prévu, ou de faire en sorte qu'il y ait une flexibilité possible pour des usages nouveaux. C'est quelque chose qui est également intéressant à regarder. Architecture de la sobriété, et ensuite, je dirais, et ça va avec, architecture du temps long. Architecture du temps long, parce que pour opérer ces opérations de reconversion, de réparation, de mutation, de réemploi, pour les lieux comme pour les matériaux, il faut beaucoup de temps. Et je comprends bien que avoir du temps dans les types de dispositifs qui sont les vôtres pour intervenir, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué, sauf à être un architecte en résidence, si je puis dire, pendant plusieurs années, ou avoir sans doute des modes d'organisation à inventer pour ce faire. C'est un changement de paradigme, comme on dit, y compris par rapport à des choses comme le droit d'auteur de l'œuvre de l'architecte, et y compris, plus du côté des politiques, pour le ruban tricolore, qui est toujours sympathique à couper le jour de l'inauguration du grand projet. On a cette question aussi en matière d'urbanisme. Comment sortir du grand projet, qui est quand même ce qui capte souvent le plus facilement l'action publique,
pour faire des grands programmes avec lesquels on puisse aussi faire des paquets cadeaux pour que l'action publique puisse se permettre une visibilité et donc la reconnaissance d'une efficacité de son action. Je crois que pour ces sujets de recyclage, de mutation, et encore plus dans les territoires dont je vous ai parlé, il y a à inventer des manières de faire. J'accélère dans mon propos. Troisième aspect, après la sobriété et le temps long, l'architecture des pleins et des vides. Les pleins et des vides, parfois on dit qu'il y a une espèce de division du travail, les pleins pour les architectes, les vides pour les paysagistes. Mais ces vides sont des pleins biologiques, esthétiques, sociaux, fonctionnels. Et là, encore probablement quelque chose que vous entendez souvent, mais que je me permets de répéter parce qu'il est aussi présent dans l'introspection de votre profession. Sortir de l'objet, sortir de la maquette, sortir des murs, sortir des parcelles, sortir du périmètre pour s'intéresser aux interdépendances, aux multi-échelles et aux espaces publics et naturels qui n'ont pas de raison d'être, si je puis dire, la propriété des paysagistes plutôt que la vôtre. 3 références pour, non pas appuyer mon propos, mais vous rappeler que c'est une vieille affaire aussi. En 2011, à la Cité de l'Architecture, il y a eu un beau colloque quand les architectes n'ont pas peur du vide. Une référence intéressante, Jean-Claude Nicolas Forestier, qui était un créateur de la Société française des architectes urbanistes au début du XXe siècle, qui a beaucoup travaillé sur l'articulation entre la ville et les systèmes de parcs, qui étaient déjà dans l'idée de système, et qui se passionnait pour la botanique. Et puis Lao Tzu, auquel on fait dire beaucoup de choses, mais comme Christian de Portzamparc l'a repris, je me permets, qui dit « Ma maison, c'est le vide entre les éléments, parce que c'est dans ce vide que j'habite. » Là encore, comment est-ce qu'on se rémunère en travaillant sur le vide? Et quand on est architecte, je ne le sais pas, je n'ai aucune proposition sur ce sujet, mais c'est évidemment une variable importante de l'équation. Dernier élément, l'architecture des usages. La physiologie plutôt que l'anatomie. L'usage, ça va de l'ergonomie des surfaces à l'appropriation des espaces selon les rythmes urbains. Ça va vers les questions de maintenance, d'appropriation, de l'idée qu'on passe ou qu'on s'intéresse certes à la forme, mais qu'on s'intéresse aussi à ce qui se passe à l'intérieur de cette forme. Un point d'attention sur les sols. Les sols, c'est la relation entre les espaces ouverts et les espaces fermés. C'est l'articulation entre les pleins et les vides. C'est un énorme sujet en termes de biodiversité. C'est un énorme sujet en termes de confort d'usage. Et donc, pour avoir un mauvais slogan, pas d'architecture hors sol. Pour résumer ces quatre aspects, la sobriété, le temps long, les pleins et les vides et les usages, je parlerai volontiers d'une architecture du ménagement. Alors c'est un mot qu'on commence à voir. C'est un mot que j'utilise depuis longtemps pour ma part parce que quand j'étais chercheur, j'avais un collègue sociologue, Michel Marié, qui, en 1985, avait écrit un article qui s'appelait « De l'aménagement au ménagement du territoire ». Et puis le terme a été repris par Thierry Pacaud, par Philippe Madec, par beaucoup d'autres aujourd'hui. Je trouve qu'il a des connotations intéressantes qui synthétisent bien une bonne partie de mon propos. C'est le soin de la terre, c'est l'épaisseur du social, c'est l'accompagnement du changement, le care, comme disent certains. En tout cas, des connotations qui résonnent bien par rapport aux préoccupations que j'ai pu vous énoncer. Et puis, je ne résiste pas à quelques références bordelaises. L'Acaton Vassal, l'humilité intelligente, Christophe Hutin, la partition ouverte
pour des projets évolutifs des lieux de vie. Et puis leur professeur, Jacques Ondelat, qui souhaitait toujours élargir le champ d'intervention de l'architecte et voir le merveilleux dans l'existant. Voilà. Une grande communauté d'architectes bordelais. Je me plains à certains des pavés non sciés sur le parvis de la gare qui n'ont pas intégré la grande invention que sont les valises à roulettes, mais je préfère là aujourd'hui vous parler de Lacaton-Vassal, de Hutin et de Ondelat. Des références étrangères, là encore, mais peut-être plutôt sur la manière de faire dans un, comme je disais, un modèle d'intervention extrêmement orthogonal par rapport à la majorité de ce que le milieu de l'architecture et de l'urbanisme organise actuellement. Les fameuses ZIBA allemandes, qui certes sont sur des dimensions territoriales et des investissements extrêmement importants, mais qui ont réussi à travailler sur le long terme. Je trouve que c'est assez intéressant. D'une autre manière, les approches brésiliennes de ce qui avait été appelé à l'époque l'acupuncture urbaine me semblent intéressantes à regarder. J'en viens alors à mon troisième point de cette intervention. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça et quelles seraient les conditions de cet aggiornamento des pratiques architecturales qui intégrerait ces enjeux, ces ambitions. Tout cela n'excluant pas, bien évidemment, les pratiques architecturales plus traditionnelles qui trouveront toujours leur territoire ici et ailleurs. Je fais aussi pour cela une hypothèse de travail qui n'est pas que d'empathie, à savoir qu'il me semble que la prise en compte de ces enjeux constitue potentiellement un élargissement du terrain de jeu des architectes. Là encore, vous le savez mieux que moi, souvent à l'étranger, on trouve des architectes dans beaucoup d'institutions, dans beaucoup de milieux professionnels, beaucoup plus diversifiés qu'en France. Et moi, je peux vous dire que, par exemple, dans les services techniques des collectivités territoriales, avoir plus d'architectes, ça ferait du bien. Ça ferait du bien parce que dans les collectivités territoriales, maintenant, on a des gens qui gèrent. On leur a appris à gérer. Mais c'est bien de gérer, de manager, de gérer des budgets, etc. En particulier les gens de l'INET, je me permets d'en parler parce que, m'étant occupé à Sciences Po à Paris de l'école urbaine, on a beaucoup bataillé avec les gens de l'INET pour leur dire, mais vous savez, dans les collectivités territoriales, on a aussi besoin de gens qui comprennent l'espace, qui comprennent le langage de l'urbanisme, etc. Et ces gens, on les trouve extrêmement peu, extrêmement peu. Donc, alors je ne vous dis pas à tous de partir, d'autant plus que la fonction publique est compliquée dans ces concours, etc. Mais voilà, plus globalement, il y a vraiment, me semble-t-il, je dirais, de nouveaux terrains de jeu et de nouveaux domaines professionnels à conquérir. Et ils ont besoin des architectes. Je passe là-dessus. Je laisse aussi de côté deux sujets majeurs qui sont les nouveaux modèles économiques à inventer, par rapport à un mode de calcul des honoraires qui ne va pas avec tout ce que je vous raconte. J'en ai bien conscience. Et puis, mais ça, je vous le laisse. Je vous laisse d'autant plus que j'ai vécu quelques années de conseil d'administration dans une école d'architecture que vous pouvez imaginer, qui était un moment intéressant en termes de compréhension de la gouvernance multi-acteurs, multiniveau. Et je laisse aussi la question du rendez-vous manqué, Philippe Paneret emploie cette expression, entre l'architecture et le paysage. Je reviens à mon propos sur les conditions de cette transformation qui implique d'appréhender le technique et le social, le grand territoire, les transitions écologiques, mais aussi, je le rappelle, démographiques, numériques, sociétales,
appréhender les matières et les sols. Est-ce qu'il faut des architectes d'un nouveau type? Est-ce qu'il faut des architectes qui travaillent autrement? Est-ce qu'il faut des architectes qui coopèrent? Je ne me permettrai pas de répondre à ces questions, vous êtes mieux placé que moi pour le faire, mais vous proposez trois sujets de réflexion. D'abord, il y a tout ce grand champ des procédés constructifs innovants. Là, vraiment, il me semble qu'il y a de quoi faire. Dans le low-tech plutôt que dans le high-tech, probablement, avec des ingénieurs, certes. Je connais aussi les difficultés de la complémentarité entre formation d'ingénieur et formation d'architecte, mais il y en a qui marchent. Ça peut être une ambition intéressante à certains endroits et à certains moments, avec des chercheurs, avec de nouvelles compétences acquises en formation initiale ou en formation continue. C'est capital pour la réhabilitation et la rénovation énergétique. C'est important pour l'économie circulaire des matériaux de construction. Il y a de quoi donc occuper pas mal d'étudiants, pas mal de chercheurs, me semble-t-il, sur ces questions des procédés constructifs innovants. Deuxième paquet, autour des modes d'habiter qui permettraient l'expression de la diversité des modes de vie. On a souvent pensé, dis-moi où tu habites, je te dirai qui tu es, dis-moi comment tu vis, je t'expliquerai ton statut social. Tout ça, c'est fini. C'est fini, non pas parce que des déterminismes socio-économiques ont disparu, mais parce qu'il y a une individuation des modes de vie, comme disent les sociologues, qui fait qu'on peut habiter le même pavillon au même endroit et avoir des vies, des appropriations de l'espace, des rapports au voisinage, des rapports à la métropole d'à côté, totalement différents. Tout ça, il faut le permettre. Il faut le permettre pour un habitant qui ne sera pas forcément le même 10 ans plus tard, ou un habitant qui va se transformer ses pratiques quotidiennes. Et cela, il me semble que c'est aussi un sujet important, qui peut avoir avec les affaires de flexibilité, de mutabilité, mais plus largement avec l'intégration de l'idée qu'il y a en tout cas dans les pratiques urbaines contemporaines toujours un compromis entre ce qui est de l'ordre de la sédentarité et ce qui est de l'ordre du mouvement, le couple lieu-lien, dont il ne faut jamais oublier l'une des parties du duo. Enfin, le gros dossier sur les espaces publics, et je rajouterai sur la voirie. Les voiries ont été à un moment un grand terrain de manœuvre pour les paysagistes, pour les architectes, puis pour les ingénieurs. Il me semble que lorsqu'on parle de transition écologique, on doit parler de transition de la mobilité, de transition mobilitaire. Et là-dedans, la question des voiries est essentielle. Il y a 1000 choses à faire. Je ne vous fais pas la note de bas de page sur les ronds-points, mais quand même, que de milliards dans des ronds-points. C'est un vrai sujet. Parmi beaucoup d'autres, la transformation des autoroutes urbaines, tout n'a pas à devenir une rue piétonne ou un boulevard du 19e siècle. Il y a plein d'innovations intéressantes là-dessus, et je pense que vous pouvez être moteur sur ces questions, y compris pour inventer des urbanités périurbaines à travers des espaces périurbains qui sont plutôt de l'ordre de la route et de la campagne, et pour lesquels on n'a pas encore inventé, me semble-t-il, cette périurbanité. Alors, il ne s'agit pas de perdre votre âme d'architecte, je voudrais insister là-dessus aussi, parce que souvent, parmi les jeunes que je peux côtoyer, on en voit qui font l'animateur social ou le jardinier. Pourquoi pas? Mais je pense qu'ils perdent un peu ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont acquis, dans ce que j'appelle, moi, des compétences de spatialiste. Et je finirai là-dessus. Spatialiste, je préfère ce mot à celui qui se met en référence avec la question des formes.
les formes, le dessin, le visible. Je crois qu'il y a une matérialité de l'espace qui va au-delà de la matérialité des matériaux et qui va au-delà de la matérialité et de la visibilité des formes. Et je vous suggère, pour le coup, là, en complémentarité forte avec les urbanistes, peut-être d'abandonner un peu de temps en temps vos compétences spatialistes traditionnelles, qui insistent beaucoup sur l'harmonie, la proportion, les formes, et qui portent, je me permets encore ces expressions parce qu'elles ont été utilisées par des architectes, l'hystérie de la maquette et la dictature de l'image. Les compétences spatialistes contemporaines, elles ont à voir avec d'autres affaires qui sont dans l'invisible. Et je sais bien que c'est compliqué d'avoir ce discours pour des architectes, mais aussi pour des élus locaux, pour des techniciens. Parler de l'invisible, c'est parler de la mesure, des métriques, des échelles, ces fameuses échelles, et Philippe Boudon a écrit des choses superbes sur cette question, et des articulations d'échelles, les liens, les espacements, la lisibilité de l'espace. Tout ça, c'est de la compétence de spatialiste. Ces compétences, très peu de professions les ont. Et peut-être est-ce vous qui l'avez pratiquement tout seul, si je puis dire. Et ça vaut vraiment le coup d'être mobilisé parce que beaucoup de choses en matière de construction, d'aménagement, de développement, de transition, d'articulation en système et en interdépendance pour sortir de l'autarcie là, qui devient un bruit de fond étonnant alors que nous sommes dans la civilisation des flux et des circuits, même s'il faut pour certains qu'ils soient plus courts et plus locaux. Je pense que ces compétences de spatialistes sont majeures et que vous pouvez assez facilement les mobiliser par rapport à tous les enjeux dont je vous ai parlé. Il y a le génie des lieux, il faut y ajouter le génie des liens. Voilà. Et si nous avons besoin de mots accrocheurs, Edgar Morin parle de reliance pour parler des réseaux, des liens, des systèmes, de la complexité. La complexité, c'est bien la complexité. On va avoir une loi 4D dont le dernier D est décomplexifié. On a été quelques-uns à essayer de faire comprendre que la complexité, c'était le monde d'aujourd'hui. Voilà, à un moment, il y a eu 3D et un S, simplification, et le 4e D est revenu. Ce n'est pas très grave. La reliance est toujours là, Edgar Morin aussi. Et je vous proposerai, en synthèse des synthèses, d'œuvrer, y compris en travaillant dans les jours qui viennent, à une architecture du ménagement qui soit aussi une architecture de la reliance. Merci de votre écoute et j'espère que vous aurez grappillé ici et là quelques éléments de réflexion qui pourront vous aider à bien travailler dans les 2 prochains jours parce que ce qui s'y passera sera, me semble-t-il, important pour l'avenir de l'architecture et des écoles d'architecture. Merci à vous. Merci beaucoup Jean-Marc. Alors, on a une petite opération à mener pour accueillir la première table ronde plénière. Donc, il y a une petite pause si vous le souhaitez. J'invite simplement les uns et les autres à vous rendre rapidement, parce qu'il faut qu'on démarre à 40 dans 10 minutes. Dans le grand hall, il y a une exposition de 40 travaux de diplômes de plusieurs écoles d'architecture qui nous sont parvenus. Et vous avez aussi la possibilité de récupérer des publications de différentes ENSA. Donc je vous invite à passer dans le grand hall, c'est-à-dire par ici, et de revenir dans 10 minutes quand l'ensemble des aménagements seront réalisés.